j'en ai fini. Je vais passer la parole à Pierre-Francis. Voilà, qui va vous présenter sa politique. Voilà. Excusez-moi, oui, je te laisse ça. Donc, à l'issue des deux dernières présentations, on aura encore 10 minutes, un quart d'heure de... Voilà. Alors, ben voilà, d'abord vous remercier le SPW et le Miss Henry de nous avoir invités aujourd'hui à présenter un peu notre travail qu'on réalise depuis un certain nombre d'années avec nos communes, parce que je pense que c'est un élément important. C'est effectivement, je pense qu'un réseau cyclable, il ne se fait pas sans les communes qui sont quand même au jour le jour sur le terrain et qui connaissent en fait mieux que tout le monde, je pense, les réseaux et les voiries. Alors, nous, on a commencé à travailler vraiment sur une politique cyclable en 2014. Il y avait déjà effectivement un travail qui était fait au niveau de la province, au niveau cyclable. Et donc, voilà, il y avait des réflexions, mais il y avait aussi un constat qui était effectivement qu'à un moment donné, beaucoup de communes travaillaient sur des plans communaux de mobilité. Il y en avait, quasi toutes les communes Brabant-Wallon avaient un plan communal de mobilité, sur des liaisons intracommunales, mais souvent, on se préoccupait très peu des liaisons supracommunales et des liaisons entre communes, et souvent la stratégie vélo s'arrêtait à la frontière de la commune sans toujours que l'itinéraire coïncide avec les autres communes où les investissements se fassent. Donc ça, c'était un élément important. 2014, c'était l'arrivée du vélo électrique qui a un peu dit à un moment donné, voilà, en fait, la distance de déplacement, elle devient beaucoup plus importante. On octroyait à l'époque, on a fait une prime vélo électrique à l'époque, mais on octroyait aussi des moyens financiers aux communes pour les aider à développer leur politique cyclable. Voilà, ces montants étaient importants, mais peu ciblés. Et effectivement, on se retrouvait dans une situation où certaines communes faisaient des choix. Et nous, c'était très compliqué effectivement de dire oui, c'est un bon choix ou un mauvais choix, puisqu'effectivement, on réalisait des aménagements plic-ploc, mais sans vraiment de cohérence. Et puis, on avait un plan provincial de mobilité qui datait de 2011, une étude qui avait eu sur le plan provincial de mobilité et qui avait défini des liaisons aussi au niveau des zones urbaines. Et à côté de ça, on avait un projet de réseau Point Nœud qui était là, qui était un peu en souffrance, mais qui était là avec des liaisons aussi qui étaient là. Donc, c'est tout ce contexte-là qui, à un moment donné, le pouvoir politique, donc le collège, a dit à un moment donné, voilà, maintenant, on veut effectivement une vraie stratégie vélo et on veut effectivement à un moment donné que ça soit visible sur le terrain. Alors, on a fixé des objectifs. Alors, je les ai repris, c'était marrant parce que je l'avais plus vu depuis longtemps, donc je suis retourné dedans en refaisant la présentation. Et c'était effectivement des objectifs qui allaient, qui n'étaient pas uniquement, oui, il y a une volonté évidemment du vélo actif, mais il y avait aussi des objectifs de santé, il y avait un objectif de développement touristique, et donc vous allez voir que tout ça, on a fait un peu la synthèse de tout ça aussi dans nos réflexions, et il y avait aussi une réflexion par rapport au transport en commun. Et donc effectivement, l'idée était de voir comment à un moment donné, la politique cyclable pouvait en fait aussi amener des réflexions sur la mobilité. On sait que c'est une province quand même où il y a une croissance très importante de population, d'emploi, et donc une tension qui devient de plus en plus forte sur la mobilité. Et quelque part, le pouvoir politique s'est dit à un moment donné, tiens, c'est une thématique qui est, et on l'a entendu ce matin, qui est en fait en termes de coûts à portée d'une province. On n'est pas en mesure, nous, de financer peut-être des ronds-points, des infrastructures routières qui sont très lourdes, mais par contre, le vélo était effectivement une politique sur laquelle on pouvait se positionner et qui avait un intérêt, qui parlait aux communes et qui avait un intérêt d'une coordination à un moment donné supracommunale. Alors, j'ai mis des chiffres d'ici 2017, mais c'était en 2014, on évaluait en fait notre prime vélo électrique en fait chaque année. Et quand on demandait aux gens qu'est-ce qui ferait que vous utiliseriez plus votre vélo que vous avez acheté, ils nous répondaient en fait le problème, c'est alors la météo, mais bon ça on ne sait pas faire grand-chose, bon c'était plus psychologique je pense, l'absence d'aménagement cyclable, la qualité des aménagements cyclables, la sécurité sur la route. C'était les trois éléments principaux qui revenaient. Alors, ils ont un peu diminué au cours du temps, mais globalement, ils étaient quand même très présents. Et donc, ça a renforcé quelque part le choix politique de dire à un moment donné, en fait, le focus, c'est là-dessus qu'il faut travailler. La priorité, c'est ça, même si on mène plein d'autres actions de sensibilisation, tout ça avec ProVélo au niveau provincial. Mais globalement, le cœur de la politique cyclable, c'est l'infrastructure d'abord. Et après, effectivement, s'il y a des infrastructures cyclables, le reste viendra et il faut accompagner ce changement modal. Mais il ne sert à rien de faire de la sensibilisation si à un moment donné, de toute façon, les infrastructures cyclables qui ne sont pas à niveau. Alors, on a fait un choix à un moment donné. Donc, il y a toujours ce réseau Point Nœud qui était là. Et donc, on a dit à un moment donné, comment on va lancer cette dynamique avec les communes. Et on s'est dit, en fait, il faut que
il faut qu'à un moment donné, les gens voient ce réseau sur le terrain. Ils se rendent compte qu'en fait, sur cette voirie, on peut circuler, on peut à un moment donné, je peux prendre mon vélo, je sors de chez moi, tiens, j'ai des panneaux, il y a un itinéraire là. Et donc, on s'est dit à un moment donné, on va rendre visible ce réseau, même s'il ne sera pas parfait, parce qu'on savait qu'il y avait des itinéraires qui étaient aménagés et mal aménagés. Mais on s'est dit, on va le rendre visible. Et donc, on a travaillé sur un balisage. On a choisi le réseau point nœud, le choix point nœud. Alors, on a été critiqué, parce qu'on nous a dit, oui, mais c'est du tourisme. Et donc, on a dit, non, nous, on va tordre un peu le cadre. On n'a pas les moyens financiers de baliser 2 réseaux, on n'a pas les moyens financiers d'aménager 2 réseaux, et donc effectivement on va faire cet exercice, alors qui n'est pas parfait, qui évolue dans le temps maintenant, mais de dire à un moment donné, on va baliser, on va créer un réseau qui sera la base du réseau point nœud, et ça va permettre de mobiliser les communes. Et ce travail sur le réseau point nœud et du balisage, qu'on a pris en charge entièrement, donc les communes n'ont rien eu à payer, a vraiment permis de travailler avec les communes en fait, sur les itinéraires, et de concevoir quelque part les itinéraires. Alors, on n'a pas voulu tout réinventer, on s'est dit, voilà, la région elle a une stratégie, alors imparfaite, des schémas directeurs, je crois que nous en a parlé, on a repris ce réseau, donc on a dit, à un moment donné, nous, on va se positionner à notre échelle. On a des itinéraires européens, régionaux, on les reprend, puis on va créer ce réseau, cette maille, en fait, supracommunale, qui sera quelque part dans la discussion, l'infrastructure structurante de la commune. Et donc, à un moment donné, on a dû arrêter les communes parce qu'elles voulaient mettre tous les itinéraires locaux aussi sur la carte. Et donc, on a dit non, nous, l'objectif, c'est d'avoir une vision supracommunale et la maille structurante de votre réseau. Et donc, on a amené les communes à travailler là-dessus. Alors, ça a facilité, sans doute pour beaucoup de communes aussi, à pouvoir répondre après dans les appels à projets régionaux, parce qu'effectivement, elles ont pu se baser sur ce travail qu'on avait fait ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans ce réseau ? On a tenu compte de beaucoup de choses. On a dit à un moment donné, en fait, le cahier des charges, c'est que les liaisons, elles doivent être reliées à l'époque, on parlait du RER vélo, on ne parlait pas de cyclostrate, du RER vélo sur Bruxelles. On doit, avec la Flandre, évidemment, on est en interaction directe, et des réseaux point nœud qui existaient. À l'époque, il y avait le WAPI qui avait son réseau et la Flandre. Et donc, on a essayé de travailler là-dessus. Après, on a travaillé avec les autres provinces qui ont aussi démarré après nous, et on a travaillé ensemble sur la connexion. Ensuite, les liaisons intercommunales qui structurent le réseau communal. Donc, c'est quoi les grandes liaisons d'une commune à l'autre, quand un élève doit aller d'Orgeauge à Jodogne, quel itinéraire il va suivre, etc. Faire la liaison vers tous les parcs d'activités, les liaisons vers les gares, c'est-à-dire que tout le réseau est relié à chaque fois à une gare, et puis les liaisons vers les lignes structurantes tech, express, et puis les lignes parfois qui ne sont pas express mais qui sont structurantes, et aussi une volonté de relier toutes les grandes attractions touristiques, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est un enjeu de mobilité, cette liaison vers les attractions touristiques, souvent qui sont mal desservies en transport en commun, et donc comment effectivement on apportait aussi une réponse en termes de mobilité. Tout ça nous a donné, alors ça c'est la carte de, je ne sais plus, 2015-2017, tout ça a donné un réseau sur le territoire qui a évolué en cours de temps, qui évolue régulièrement dans un débat avec les communes, avec la région, mais aussi avec l'évolution du territoire. Et donc un réseau aussi qui est structuré, avec un réseau primaire, secondaire, tertiaire, et donc qui nous a permis aussi après de prioriser aussi nos investissements sur ce réseau. Alors, le choix d'itinéraire, c'est fait avec les communes. On a évidemment dû tenir des contraintes physiques, alors rien n'est parfait. Des itinéraires prioritaires, parfois on a fait des choix effectivement parce que les voiries régionales n'étaient pas aménagées et qu'à un moment donné, c'était quand même compliqué, même si aujourd'hui on réalise des investissements sur voiries régionales sur fond de la province, donc on se met un peu dans un schéma un peu compliqué, mais c'est vrai que les collaborations sont assez bonnes avec la région là-dessus, donc on arrive à trouver des solutions ponctuelles, mais quelque part, on a dû parfois choisir des alternatives, parce qu'effectivement, le réseau structurant n'était pas bien aménagé, et donc on a essayé d'un moment donné de dire, à un moment donné, on choisit des itinéraires aussi qui sont sécurisés et aménagés, parfois hors trafic routier, voilà, et puis c'est des choses qu'on peut modifier au cours du temps. On a tenu compte aussi des investissements en cours. Dans beaucoup de communes, il y avait des projets qui étaient en cours, donc il fallait les intégrer. Et puis, de cet intérêt aussi parfois touristique dans certaines zones plus rurales, plus semi-rurales, par rapport aux itinéraires. Et donc, effectivement, il y a des zones du réseau qui ont des vocations plus touristiques. Mais par contre, quand on va se retrouver à Otigny ou à Braine-l'Alleud, on va se retrouver beaucoup plus dans une logique utilitaire. Alors, le réseau, on le fait évoluer. Donc, c'est clair que
On a en fait ce qu'on a un schéma directeur des aménagements cyclables sur la province, et donc tout doucement, au fur et à mesure que l'on réalise, qu'on a capacité de réaliser des investissements, soit parce qu'on les réalise nous-mêmes, soit parce qu'à un moment donné la région les met en œuvre ou nous donne les moyens de les réaliser, mais effectivement on réalise ce schéma. Et ce schéma, il a évolué en cours du temps entre 2014, puisqu'on a mené toute une série d'études en termes de mobilité dans la période 2015-2018. Sur des réflexions sur le transport public, sur le réseau routier, sur les mobipôles notamment, puisqu'on a défini sur le Brabant wallon avec les communes l'ensemble pour chaque commune, le ou les mobipôles qui étaient intéressants de développer, et qui nous a permis aussi de re-questionner les réseaux par rapport à ça en disant à un moment donné, le réseau il doit desservir ces mobipôles, et donc aujourd'hui voilà, on a fait une série de modifications de réseau, mais également on a des modifications de réseau qui sont prévues par rapport à des investissements pour répondre à ces enjeux-là. Et puis c'est clair qu'un réseau cyclable, je pense, doit s'intégrer dans une dynamique de développement territorial. Et donc, effectivement, on joue ce rôle aussi d'acteur supracommunal sur la coordination des équipements au niveau supracommunal. Et donc, aujourd'hui, il y a une série de zones qui vont être urbanisées, des zones d'activité qui vont être créées, qui vont être agrandies, des nouveaux hôpitaux qui vont arriver. Et donc, ce réseau, effectivement, tient compte ou va tenir compte tient compte dans son schéma directeur de tous ces nouveaux évolutions du territoire, dans une logique de dire à un moment donné, nous ce qu'on veut et ce qui est important pour nous, c'est que l'infrastructure cyclable soit là avant effectivement l'arrivée des habitants, avant l'arrivée des travailleurs, parce que sinon effectivement, si on arrive avec l'infrastructure après, les habitudes sont déjà là. Et donc on est vraiment dans cette course aujourd'hui de réaliser des grosses infrastructures cyclables avant l'arrivée d'un certain nombre d'urbanisation ou d'entreprises. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en partenariat avec la région, sur la ligne 115 du côté de Tubize, entre Tubize et Braine-l'Alleud. Les Forges de Clavec, c'est un énorme site qui va se développer, qui se développe en termes d'urbanisation. Et donc, on a effectivement aussi mis des moyens complémentaires avec la région fait son boulot, mais on est venu en complément pour accélérer la mécanique, pour pouvoir ouvrir le plus rapidement ce Ravel qui reliera la gare de Braine-l'Alleud à Tubize. Donc voilà un peu la réflexion dans laquelle on est, et on a étudié une série de corridors cyclables. Alors je vais changer mon slide maintenant parce que j'apprends qu'il y a un nouveau terme, donc voilà, on va s'adapter. Mais donc effectivement, il y a eu ce travail à un moment donné au niveau provincial de réfléchir sur les corridors 411 N4. On est très heureux, la N175, on est très heureux qu'à un moment donné la région a mis les moyens et réalise ces itinéraires. Et puis on a ce projet aussi sur la vallée de la Dyle de relier aussi Wavre à Ottigny, Cours-Saint-Étienne, parce que là on est vraiment dans des situations où on a une croissance énormément de projets d'urbanisation qui arrivent, et il faut pouvoir relier ces projets et donner des alternatives aux gens pour éviter qu'ils viennent, qu'ils y vivent avec 3 voitures. Alors, cette programmation des corridors cyclables, c'est celle que l'on a faite aujourd'hui. Il faudra qu'on la remette en discussion avec la région demain, dans le cadre du travail qui sera en cours. Et on est vraiment à disposition pour faire ce travail avec la région, pour effectivement pouvoir accélérer ces dynamiques. Ça, c'est effectivement une réflexion où on court derrière les projets. À côté de ça, on a aussi, et donc je disais, le développement territorial, pour nous, la mobilité fait partie intégrante du développement territorial. Et on a initié aussi dans les communes plus rurales, donc là on est en partenariat avec le GAL Culturalité sur l'ensemble des communes de l'Est du Brabant wallon, sur une réflexion qui n'est plus là de dire on fait des corridors cyclables nouveaux, on réinvestit des grosses infrastructures, mais c'est de ramener une réflexion avec les communes pour réfléchir à l'urbanisation de demain autour d'infrastructures fortes de mobilité. Et donc là effectivement on a la chance d'avoir deux Ravels importants. On a des infrastructures cyclables aussi que l'on a soit déjà, sur lesquelles la province a déjà investi, soit il y a déjà des liaisons structurantes que les communes ont réalisées ou qu'on va renforcer avec les communes. Et donc de dire à un moment donné aux communes, réfléchissons l'urbanisation de demain, faisons-la autour de ces corridors cyclables, parce qu'effectivement, ce sera aussi une partie de la réponse de mobilité de demain. Voilà. Alors au niveau investissement, comment on a travaillé ?
et comment on fait les choix d'investissement. Avant 2014, c'était très simple, on faisait des appels à projets aux communes, c'était non ciblé, bon, ça contentait, je pense, très bien les communes. Voilà, on n'est pas trop difficile non plus sur la manière, sur le process administratif, donc je pense que ça répondait, ça permettait de réaliser assez vite les choses. Entre 2015 et 2018, vu qu'on avait fait ce réseau avec les communes, on a commencé à dire aux communes, bah, écoutez, quand vous êtes en dehors du réseau, bah, on vous donnera plus que 30%, quand vous êtes sur le réseau, c'est 50%, et si on a une liaison supracommunale, donc entre deux communes, ce qu'on a appelé les chaînons manquants, vraiment à la frontière de deux communes, ben là on vous donne 70%, on vous aide à réaliser. C'est moins intéressant pour vous de faire ça pour vos habitants, mais voilà, nous on pense que c'est important et donc on vous aide plus. Et puis effectivement, on a commencé à intégrer à partir de 2019 des investissements provinciaux propres, parce qu'à un moment donné, on n'avançait pas assez vite avec les communes et que voilà, on estimait qu'il y avait des séries d'investissements que les communes ne souhaitaient pas faire, mais qu'il fallait réaliser. Donc on a commencé à avoir un plan d'investissement sur lequel la province prend par convention la charge des aménagements, l'étude, la charge des aménagements, des permis, enfin on réalise tout. On remet une voirie, un aménagement cyclable à la commune qui est réalisé. Et puis, à partir de 2021, en fait, on a complètement arrêté les subventions aux communes parce qu'on s'est rendu compte que les communes étaient débordées de projets. En plus, bon, bah, la région a commencé à sortir beaucoup de projets. Et donc, tout ça s'accumulait dans les services communaux. Et en fait, que notre taux de réalisation de la part des communes n'avançait pas comme c'était prévu, on faisait énormément de reports de délai, et donc on a décidé d'arrêter ces plans d'investissement, cet appel à projet, mais de passer à un investissement propre de 100% de la province. Donc on a ramené l'argent qui était vers les communes dans un plan d'investissement propre, et aujourd'hui on réalise entièrement les infrastructures pour les communes, ce qui nous amène aussi à faire des choses un peu plus complexes, aussi parfois en investissant sur des terrains privés, par convention aussi. Donc on essaie de créer une ingénierie de réalisation dont l'objectif n'est pas tant la procédure administrative, mais surtout la réalisation de l'aménagement dans un temps très court pour répondre à la demande. Donc ça, c'est vraiment le travail qui est en cours au niveau des équipes de la province et qui se fait évidemment en toute collaboration avec les communes et avec un soutien évidemment important des communes. Alors, ce plan d'investissement, il est très simple, il est sur 3 ans, il est discuté avec les communes, il n'est pas sous forme d'enveloppe et de répartition politique, géographique, donc tout ça n'intervient pas. C'est vraiment un travail qui est fait au niveau de l'administration, on connaît ce réseau, on connaît où sont les problèmes, et donc il y a une première discussion avec les communes pour identifier où elles vont réaliser des investissements, où elles vont rentrer des projets dans les PIWASI, PIMASI et autres. Et puis on regarde en fait après quels sont les projets en fait sur lesquels nous on va intervenir. Une fois qu'on a fait cette liste, on rentre des critères qui sont la liaison vers un pôle touristique ou économique, la liaison vers un mobipôle, l'état est très dégradé ou dangereux. Enfin voilà, c'est un réseau primaire, c'est un projet supracommunal parce qu'en fait il y a un projet d'une commune de l'autre côté, donc ça vient compléter. Donc on intègre tout ça et puis on sort en fait une liste et puis à un moment donné, voilà, c'est cette liste qui est arrêtée, on arrête au montant et on définit le plan d'infrastructure. Voilà, certaines communes s'y retrouvent, certaines communes ne s'y retrouvent pas, certaines communes ont eu beaucoup il y a 3 ans, au moins maintenant. Voilà, l'objectif n'est pas du tout cette répartition, mais vraiment de mettre un réseau, un réseau à niveau. Voilà. Et donc après, vous allez peut-être vous poser la question de pourquoi une province s'occupe de ça. Mais je pense qu'effectivement, voilà, je pense que pour certaines communes, il y a déjà énormément de choses à faire. Et donc je pense que c'est vraiment un bon niveau pour à un moment donné avoir une réflexion supracommunale et pouvoir réaliser des investissements qui sont pas uniquement parfois à destination de la commune en tant que telle, mais qui ont à un moment donné un impact sur plusieurs communes. Et donc effectivement, quand on se trouve, nous, sur un tripôle urbain comme Wavre, Tigny, Louvain-la-Neuve, à un moment donné, voilà, les communes n'ont peut-être pas les mêmes visions, et à un moment donné, le pouvoir supracommunal va venir en disant nous, on va réaliser un projet plus important, on va avoir une réflexion ensemble plus stratégique sur les liaisons, et donc ça permet effectivement à un moment donné de régler des problématiques à une échelle un peu plus haute que la commune, et qui est peut-être une échelle qui est compliquée sans doute pour la région aussi d'intervenir, parce que voilà, on est je crois à un niveau de pouvoir qui peut jouer encore son rôle. Voilà, merci.